Diplomatie. Un jeu créé en 1959 où 7 joueurs s'affrontent pour le contrôle de l'Europe du XXe siècle. Dans ce jeu sans lancer de dés, l'aléatoire naît de la folie des joueurs et le contrôle du plateau appartiendra à celui qui arrive le mieux à la canaliser à travers son éloquence et son esprit de stratège. Chaque action est précédée de longues négociations, réunions secrètes et signatures de traités. C'est pourquoi la durée des tours est bien plus longue que n'importe quel autre jeu. Et c'est aussi pourquoi beaucoup y jouent par mail ou via un site internet, en toile de fond de leur vie quotidienne. Si la perspective de perdre vos amis proches après les avoir trahis à de multiples reprises dans un jeu vieux de 65 ans vous intéresse, laissez-moi donc vous en expliquer les règles. Le plateau de diplomatie est une carte de l'Europe divisée en 56 régions, dont certaines sont déjà réparties entre les 7 joueurs. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la Russie. Ces pays se battent pour le contrôle des centres de ravitaillement, marqués par des points sur la carte. Le joueur qui arrivera à en rassembler 18 sur les 34 remportera la victoire. Chaque pays commence avec 3 centres de réapprovisionnement, à part la Russie qui en a 4, parce que pourquoi pas, ainsi que des unités militaires pour s'étendre. Il y a 2 types d'unités, les flottes et les armées. Elles se jouent pratiquement de la même façon, à l'exception que l'une est sur l'eau et l'autre est sur terre. Chaque tour, chaque joueur écrit les ordres qu'il va donner à ses unités, et ces ordres seront exécutés par la suite en même temps. Il existe 4 ordres qu'une unité puisse faire pendant un tour. Défendre. L'unité reste sur place pour défendre une région. C'est l'action par défaut quand une unité ne reçoit pas d'ordre. Pour donner l'ordre, on écrit la région dans laquelle se trouve l'armée, suivie de Hold. Une unité qui défend sera marquée d'un cercle. Attaquer. Une unité se déplace vers une région adjacente pour la capturer. Comme dit auparavant, les armées ne peuvent se déplacer que sur les terres et les côtes, tandis que les flottes ne peuvent se déplacer que sur les mers et les côtes. Certaines côtes peuvent être trompeuses pour le déplacement des flottes. Par exemple, si une flotte se rend à Saint-Pétersbourg depuis la mer de Botnie, elle se retrouvera sur la côte sud de Saint-Pétersbourg. Elle ne pourra donc pas se rendre à la côte nord ou même à la mer de Barents au tour suivant, car les 2 côtes sont séparées de 500 km de terre. Malgré cela, une flotte arrimée à une des 2 côtes compte comme si elle occupait l'entièreté de la région. L'un des grands principes de diplomatie est qu'il ne peut y avoir qu'une seule unité par région, soit une flotte, soit une armée. Ce qui veut dire que si 2 unités décident de se rendre dans la même région en même temps, elles seront toutes les 2 repoussées et resteront dans leur région initiale. On appelle cela un bounce. D'un point de vue stratégique, 2 joueurs peuvent décider d'organiser un bounce afin de s'assurer qu'aucun des 2 ne capture une région, un peu à la manière d'un dilemme du prisonnier. Et si une unité essaie de se déplacer dans une région déjà occupée, elle sera aussi repoussée. C'est ce qu'on appellera un tap. Cela permet d'immobiliser une armée sur place sous peine de se faire prendre un territoire. Soit l'armée reste et rien ne se passe, soit l'armée bouge autre part et le territoire est pris. Le 3e ordre est le convoi. Il n'est effectuable que par une flotte en haute mer et permet de déplacer une armée située sur une côte adjacente vers une autre côte adjacente à la flotte. D'un point de vue ordre, le joueur doit écrire un déplacement de l'armée de la région initiale vers la région visée, ainsi qu'un ordre de convoi de la flotte suivi de ce même déplacement. Le déplacement de l'armée agit ainsi comme une attaque et peut échouer en cas de bounce ou de tap. L'armée revient alors dans sa région initiale. Un joueur disposant d'une flotte peut s'arranger avec un autre pour convoyer son armée. Mais alors il faut que tous les 2 donnent les bons ordres. Si une armée essaie de convoyer alors que la flotte n'a pas donné l'ordre de convoyer cette armée, le convoi échoue. Si plusieurs flottes sont adjacentes, elles peuvent enchaîner les convois, ce qui permet de déplacer une unité à travers une longue distance. Le dernier ordre est le soutien. Il permet à plusieurs unités d'unir leurs forces pour en vaincre une autre. Une unité peut soutenir l'attaque d'une région adjacente pour forcer l'unité défensive à battre en retraite. Et une unité peut aussi soutenir une unité adjacente afin de défendre une région. En cas de confrontation des soutiens, on additionne les scores des 2 parties et celui qui en a le plus gagne. Si les scores sont équivalents, l'avantage revient à l'unité défensive. Bien entendu, un joueur peut soutenir un autre joueur, mais l'ordre de soutien échouera si le joueur soutenu ne fait pas ce qui était prévu. Mais le soutien peut aussi être coupé par un simple tap d'une armée extérieure au conflit. Quand une unité défensive est délogée, elle doit battre en retraite. Elle a alors le choix de se déplacer vers une des régions adjacentes libres, excepté celle d'où vient l'attaquant. Si aucune région n'est disponible, l'unité est détruite et devra être reconstruite plus tard.
A noter qu'un joueur peut décider de détruire son unité même s'il lui reste des échappatoires, pour des raisons stratégiques. Si un joueur donne un ordre invalide à une unité, l'unité exécutera une défense par défaut. La plupart des sites n'avertissent pas quand un ordre est invalide car un misclick peut être un outil de ruse pour un diplomate sournois. Le plateau, les ordres et les unités forment la partie stratégique, mais diplomatie ne serait rien sans la négociation. Et oui, car la balance des pouvoirs ne sera pas toujours équilibrée, et il sera donc nécessaire de s'allier avec d'autres joueurs pour se liguer contre la menace. C'est là que réside l'excitation d'une partie de diplomatie. Convaincre les autres, leur vendre les bienfaits de votre plan maléfique, et détourner leur attention pour dissimuler vos sournoises intentions. Tout en étant constamment sous tension, car personne ne peut savoir ce que les autres vont réellement faire avant que les actions ne soient révélées. Chaque tour est divisé en 3 périodes, entrecoupées de phases de négociation. Le printemps, l'automne et l'hiver. Pendant la phase de négociation, les joueurs décident de leurs futures actions et peuvent contacter d'autres joueurs pour former des alliances ou fomenter des traquenards. Ces phases de négociation peuvent durer entre 5 minutes pour les courtes parties et 1 jour pour celles en ligne. À la fin du temps imparti, les ordres sont verrouillés et le plateau est mis à jour. Si des unités sont forcées à battre en retraite, une rapide phase de retraite suit alors. Après avoir pris connaissance du plateau, l'automne débute avec une nouvelle phase de négociation. Le printemps et l'automne se jouent similairement, à la différence qu'à la fin de l'automne, toute unité présente sur un centre capture le centre. Ensuite vient la phase hiver, aussi appelée phase de construction. Les joueurs comptent le nombre de centres qu'ils contrôlent actuellement. Cela définira leur nombre maximum d'unités sur le terrain. S'ils ont plus d'unités que de centres, ils doivent détruire des unités pour ne pas dépasser leur maximum. Si par contre ils ont moins d'unités que de centres, ils peuvent choisir de construire des nouvelles unités sur leur centre initial. Un joueur ne peut pas construire autre part que dans un de ses centres de départ. Il ne peut pas construire non plus sur un centre déjà occupé par une autre unité. Bien entendu, une flotte ne peut pas être construite sur une région dépourvue de côtes. À la fin des négociations d'hiver, les nouvelles armées sont construites et un nouveau tour commence. Petite parenthèse stratégique. Attaquer au printemps et attaquer en automne ont des conséquences différentes. En effet, un centre n'est pris qu'à la fin de l'automne. Du coup, si une unité se déplace au printemps sur un centre, puis se déplace vers une autre région en automne, le centre ne sera pas pris. Par contre, si un joueur se déplace sur un centre en automne, il sera pris directement, et en plus sera suivi de la phase hiver pour construire une nouvelle armée pour défendre la position. Ce qui fait que l'automne est la meilleure phase pour poignarder ses alliés. La version originale de Diplomatie se jouait autour d'une table où les joueurs écrivaient leurs ordres sur des ardoises qui les révélaient tous en même temps à la fin des phases de négociation. Mais maintenant, des alternatives comme Backstabber ou Web Diplomatie permettent de jouer à distance à travers un site web, facilitant ainsi les conversations secrètes à travers des chats textuels et permettant de jouer de manière ponctuelle sur des périodes de temps plus étendues. Alors, qu'attendez-vous? Le monde vicieux et cruel de la diplomatie vous attend. Pour jouer, il ne vous faut que 6 autres compagnons, ou 23, ou 80, pourquoi pas. Et gardez à l'esprit que même si ce jeu peut paraître terrifiant au premier abord, il fera toujours moins peur que la diplomatie du monde actuel. Ha 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 ha.